Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Aski, qui a été longtemps correspondant en Chine, qui est actuellement président de Reporters sans frontières, et qui vient de publier Géopolitique de la Chine aux éditions Erol. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Donc vous expliquez que l'Europe a été la puissance du 19e, les États-Unis celle du 20e, et le 21e siècle sera chinois ? Il sera chinois et asiatique en fait, parce que on oublie parfois l'Inde qui est l'autre grand géant de l'Asie. Mais c'est vrai que la Chine a été historiquement la grande puissance mondiale et qu'ensuite elle s'est écroulée dans sa confrontation avec l'Europe, les traités inégaux, les guerres de l'opium, la perte de Hong Kong, etc. Et je pense qu'on l'avait définitivement éliminé des grandes puissances. Au début du XXe siècle, on parlait de l'homme malade de l'Asie à propos de la Chine. Ensuite, il y a eu la période maoïste qui a certes revigoré politiquement la Chine et en a refait une grande puissance politique, mais qui était un nain économique et en tout cas dans la période de la mondialisation n'était pas prise en compte. Et tout d'un coup, on a vu réémerger cette Chine et le réémerger est important parce que les Chinois ont le sentiment de prendre une revanche sur leur histoire. Et cette dimension qui est souvent sous-estimée à l'extérieur, elle est fondamentale dans la psychologie, dans le contrat social que le régime a avec sa population, parce que même dans un pays autoritaire comme la Chine, il y a un contrat social non dit, informel. Et ce contrat social, il est simple, il est le progrès économique, et donc le fait d'avoir un pouvoir d'achat croissant comme dans n'importe quel autre pays au monde, mais aussi la grandeur de la Chine. Et je pense que cette dimension-là, elle est fondamentale. Et le gouvernement chinois, depuis 30 ans, a réussi sur ces deux piliers. On reviendra sur la partie économique après, mais donc ce que vous dites, c'est que le nationalisme est peut-être un facteur plus important que le communisme, qui d'ailleurs devient un petit peu nominal maintenant. Oui, la question est de savoir si la Chine est toujours communiste, même si le paradoxe c'est qu'elle se dit communiste. Chaque fois qu'il y a un congrès du Parti communiste, la ville de Pékin est couverte de drapeaux rouges. Les références à Marx, y compris les cours obligatoires de marxisme à l'université, sont redevenus à la mode. Après, si on gratte un petit peu le système, on voit bien qu'on est loin du communisme tel qu'il avait été conçu par ses pères fondateurs, et ça n'a strictement aucune importance d'ailleurs. Mais il faut savoir que le pouvoir a besoin d'un carburant idéologique pour tenir. Jusqu'à Mao, c'était simple. Après, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et depuis Tiananmen, depuis 1989, depuis ce soulèvement de la jeunesse urbaine, il y a eu besoin de créer un univers idéologique de substitution, et qui est un mélange assez subtil de retour en grâce, donc de ce marxisme historique, de tradition chinoise, donc le confucianisme, qui est digéré comme étant, en gros, les règles d'obéissance et qui avait été banni sous Mao et que Mao avait absolument pourchassé comme et d'ailleurs même avant Mao les intellectuels du début du XXe siècle considéraient que le confucianisme était une des raisons de la déchéance, du déclin de la Chine. Donc ça, il y a un retour en force de ces traditions. D'ailleurs, le premier déplacement de Xi Jinping après sa nomination à la tête du parti a été à Chufou, le lieu de naissance de Confucius. Donc c'est quand même très symbolique. Et le troisième, c'est effectivement le nationalisme, c'est-à-dire la Chine est de retour et elle retrouve sa place qui est celle du centre du monde. Centre du monde et première place, donc ça crée des crispations. Vous évoquez dans votre livre ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, un livre qui met un peu, faisant une comparaison historique entre Athènes et Sparte, dit que finalement entre la puissance dominante mais en déclin que sont les États-Unis, la puissance montante mais encore dominée comme est la Chine, l'affrontement est inévitable. Est-ce que vous pensez que l'affrontement est inévitable entre la Chine et les États-Unis ? Je ne crois pas qu'il soit inévitable, mais ce que dit bien l'auteur du livre d'ailleurs, c'est que dans ces périodes
méfiance et d'observation entre la puissance ancienne et la puissance défiante, montante, il y a toujours le risque de surinterprétation. Il montre des exemples où il n'y a pas eu de conflit et des exemples où le conflit qui aurait pu être évité a eu lieu. Le conflit a eu lieu parce que on surinterprète un geste de l'autre, on a des mauvais conseils et à ce moment-là, il y a des engrenages qui se font. Donc il n'est pas forcément inévitable, mais il est possible. Et on voit bien aujourd'hui avec cette guerre commerciale qu'a démarré Donald Trump avec la Chine, on peut l'expliquer de manière très rationnelle par le déficit budgétaire, par le déficit commercial, par les délocalisations, etc. Mais on peut aussi l'expliquer par le fait que les États-Unis, puissance dominante et exclusive aujourd'hui, ne veulent pas de cette concurrence chinoise. Et en particulier, les Chinois ont peut-être fait l'erreur, et d'ailleurs ça provoque un débat, y compris intérieur à la Chine, on fait l'erreur d'afficher leurs objectifs. Il y a un plan chinois, le China 2025, donc dans pas si longtemps, qui annonce les domaines technologiques dans lesquels la Chine a l'ambition d'être numéro 1. Et ça, c'est inacceptable pour les États-Unis, qui ont été, je dirais presque vaccinés au début de la guerre froide par les progrès technologiques de l'Union soviétique. Et en particulier, il se trouve que j'ai travaillé juste avant sur un livre sur les années 50. Et le lancement du Spoutnik par l'Union soviétique, premier engin mis en orbite autour de la Terre. En 1957. Voilà, a pris par surprise les Américains, qui ne pensaient pas que les Soviétiques avaient une telle avancée technologique dans ce domaine, et a créé une sorte de panique à Washington, et l'administration de l'époque avait créé 2 organismes en réaction au Spoutnik. Le premier, c'est la NASA, donc conquête de l'espace et reconquête du leadership dans ce domaine, et l'autre c'est la DARPA. Et la DARPA, qui est beaucoup moins connue mais qui est fondamentale, qui est dotée d'un budget absolument colossal, a pour mission de garder un leadership américain sur ce qu'on appelle les technologies de rupture, c'est-à-dire les technologies qui anticipent c'est la DARPA période qui a créé Internet. Voilà. Et la DARPA est aujourd'hui au centre de toute l'innovation, de toutes les recherches sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux types d'armements de demain, etc. Et cette idée de ne pas se laisser dépasser technologiquement par qui que ce soit, parce qu'autrement on se fragilise et on se met en danger, c'est aujourd'hui au cœur de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, parce que pendant très longtemps, il y a eu, moi j'ai vécu en Chine de 2000 à 2006, l'idée dominante, y compris chez les Occidentaux, y compris chez les industriels qui investissaient en Chine, c'était quand même que, ok, on délocalise notre bas de gamme en Chine, on va leur laisser les t-shirts à 1 euro et la fabrication du textile et l'assemblage de nos iPhones, mais on garde le haut de gamme, la recherche et le développement, ça sera chez nous, et on aura toujours une sorte de coup d'avance par rapport à l'industrie chinoise qui, évidemment, avec ce régime, ne sera pas capable d'innover. Or, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui devenue une puissance innovante et une puissance de technologie avancée, à tel point que les États-Unis ont peur aujourd'hui de perdre leur avance, en particulier sur l'intelligence artificielle, qui est la technologie de rupture du 21e siècle. Je pense que la Chine a écouté ce qu'a dit Vladimir Poutine, pour qui le pays qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde. Et cette phrase que Poutine a dite un jour dans un discours devant des enfants, c'était assez surprenant, elle résume bien ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête des grands de ce monde, c'est-à-dire on sent bien qu'on est en train de basculer dans un autre monde, avec des nouveaux équilibres géopolitiques, avec une ère d'innovation et de développement technologique comme on n'en a pas connu depuis très longtemps, et que c'est à ce moment-là que effectivement de nouveaux leaders peuvent émerger. Et c'est au cœur aujourd'hui de la rivalité avec la Chine. Est-ce que pour autant ça va créer un conflit? C'est tout sauf écrit, parce que il y a plein de bonnes raisons aussi pour qu'il n'y ait pas de conflit. Il suffit de faire d'ailleurs la comparaison entre la guerre froide avec l'Union soviétique et la guerre froide
renaissante avec la Chine pour bien le comprendre. À l'époque soviétique, il y avait très peu de relations économiques entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, les relations économiques sont absolument colossales entre les États-Unis et la Chine. On peut vous dire qu'il y avait aussi beaucoup de relations économiques entre l'Allemagne et l'Angleterre avant la Première Guerre mondiale et que néanmoins ils se sont affrontés. Certes, mais vous savez, quand je suis arrivé en Chine en début 2000, j'ai rencontré comme ça plein de gens et on m'a présenté un ancien ministre qui était encore un peu influent, etc. Et il est parti dans une diatribe anti-américaine. Puis à bout d'un moment, il s'est arrêté. Il m'a dit « Oh, je devrais pas dire ça. Ma fille épouse un Américain la semaine prochaine. » Voilà, c'est le genre d'anecdote qu'on n'aurait pas eu en Union soviétique dans les années 50. Et la fille de Xi Jinping a étudié à Harvard. Absolument. Ouais. Alors, du côté des États-Unis, et dans son discours devant les ambassadeurs à la fin du mois d'août, Emmanuel Macron a qualifié le projet des routes de la soie de projet qui allait être l'un des concepts géopolitiques les plus importants, et en même temps, il l'a qualifié d'hégémonique. Oui, tout à fait. Ce mot était fort parce que c'est effectivement le premier reproche qu'on entend vis-à-vis de la Chine. Et c'est le non-dit de toute la transformation géopolitique à laquelle on assiste, particulièrement en Asie. Parce que si projet hégémonique il est d'abord pour l'Asie. Et la Chine, aujourd'hui, et c'est au cœur d'ailleurs de la rivalité avec les États-Unis, c'est que aujourd'hui, quelle est la première puissance asiatique? Ce sont les États-Unis qui ont des accords de défense et des troupes stationnées au Japon, en Corée, qui ont des accords avec les Philippines, avec l'Indonésie, avec tout un cercle de pays autour de la Chine, et que la Chine veut non pas chasser les États-Unis d'Asie, mais en tout cas affaiblir suffisamment cette présence militaire américaine pour devenir eux-mêmes la puissance dominante. Est-ce que puissance dominante signifie hégémonie? Il y a débat sur la question, mais on voit bien que les voisins de la Chine sont nerveux, hésitants. Le Vietnam, très certainement, avec lequel la Chine a eu un conflit en 1979, mais aussi tout récemment la Malaisie. Oui, qui pourtant était normalement très proche. Voilà, et Mahathir, le nouveau dirigeant de la Malaisie, élu à la surprise générale il y a quelques mois, a supprimé 2 des projets phares des routes de la soie en Malaisie, des milliards de dollars qui devaient arriver. En faisant référence aux traités inégaux. Absolument. Et donc on a cette idée qui a fait son chemin avec l'émergence de la Chine, qu'il y a un risque hégémonique. Et on voit bien que les Européens, et Emmanuel Macron en particulier, qui pendant longtemps hésitaient à critiquer la Chine parce qu'ils voulaient profiter des opportunités économiques du marché chinois. On peut pas d'un côté vendre des Airbus et de l'autre côté traiter ce pays de menaces. ont changé d'attitude aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne vis-à-vis des investissements et des rachats d'entreprises allemandes par la Chine, ou la France avec ce discours qui commence à devenir un leitmotiv d'Emmanuel Macron. Il a pas employé le mot hégémonie quand il était en Chine au mois de janvier, mais il a employé le mot réciprocité, qui était un premier pas, et je crois que même Jean-Yves Le Drian avait fait une blague en disant les routes de la soie c'est très bien, à condition que ça peut être gagnant-gagnant, à condition que ce soit pas le même pays qui gagne 2 fois. Et voilà, il y a cette petite musique qui s'est installée, et là on a franchi un cap avec le mot hégémonique qui revient de plusieurs côtés. Par exemple, là, il y a eu récemment le sommet Chine-Afrique à Pékin. L'accusation de visée hégémonique, là encore, a été prononcée. Le président sud-africain Ramaphosa a fait une déclaration, sans doute pour faire plaisir aux dirigeants chinois, mais en disant mais la Chine n'a aucune visée hégémonique. Mais justement, les Chinois qui ont été très bien accueillis au départ en Afrique parce qu'ils venaient remplir un vide, vous avez consacré une chronique sur France Inter là-dessus, ils profitent un peu à la fois du rejet américain avec les insultes de Donald Trump à l'égard des pays africains et la difficulté qu'ont les anciennes puissances coloniales à renouer une relation différente avec l'Afrique. Mais là, on sent, alors vous citiez l'exemple symbolique de la ligne Addis Abeba-Djibouti qui remplace un chemin de fer construit par les Français. Et donc, il y a, par rapport vis-à-vis des Africains, vis-à-vis de la Chine, à la fois une attractivité et en même temps, ils commencent un petit peu à trouver qui trop embrasse mal étreint. Oui, et en particulier, il y a ce problème de la dette, c'est-à-dire que la Chine, effectivement, construit des voies ferrées, construit des autoroutes, des sièges de l'Union africaine à Addis Abeba, etc. Et
elle crée un endettement qui devient de plus en plus inquiétant pour des pays, par exemple le Kenya, où la Chine a également construit une voie ferrée entre Mombasa et Nairobi, se retrouve avec un taux d'endettement vis-à-vis de la Chine qui commence à dépasser le raisonnable et qui risque de créer des dépendances. Et les Africains regardent de très près ce qui se passe en Asie, où un pays comme le Sri Lanka a eu de tels problèmes d'endettement vis-à-vis de la Chine qu'il a dû laisser la jouissance d'un port en eau profonde du Sri Lanka à la Chine, en face de l'Inde, ce qui crée des tensions avec l'Inde. Bref, cette question, elle est en pleine transformation en ce moment, parce que la Chine, c'est effectivement une série d'opportunités pour tous ces pays, et en particulier pour les pays africains il y a un déficit d'infrastructures en Afrique, parce que ils ont eu 20 ans d'intervention du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont freiné tous les investissements justement pour ne pas céder à un surendettement. Et la Chine est arrivée en sauveur à ce moment-là. Et aujourd'hui, on commence à voir les limites de cet exercice. Après, l'attractivité, elle est pas uniquement économique. Et c'est là que je pense qu'on sous-estime. Alors, vous parlez de soft power peut-être, où en est le soft power chinois? Il y a à la fois soft power, mais aussi un modèle. Xi Jinping, dans son discours au 19e congrès du Parti communiste, a employé pour la première fois cette idée que la Chine pouvait être un modèle pour les pays en développement. Et il l'a dit de manière assez subtile. C'est pas un modèle comme à l'époque maoïste où il y avait une idéologie à prendre clé en main et à appliquer. C'est cette idée que il y a un modèle alternatif à celui en gros, de la Banque mondiale et du FMI, le consensus de Washington. Et là, il y a le consensus de Pékin. Qui se traduit comment? Qui se traduit par un pouvoir autoritaire et un libéralisme économique. C'est le paradoxe de la Chine, mais avec un accent énorme sur les infrastructures qui ensuite libèrent les énergies pour créer, pour échanger, pour faire du commerce, etc. Et c'est ce que sont en train de faire les Chinois en Afrique. Ces voies ferrées sont aujourd'hui capitales, que ce soit celle du Kenya ou celle de l'Éthiopie. L'Éthiopie étant un pays sur lequel la Chine a énormément misé. Il y a beaucoup de délocalisation aujourd'hui. C'est quand même un phénomène intéressant parce qu'on voit bien que les cycles de la mondialisation sont beaucoup plus courts qu'avant. Parce que la main-d'œuvre éthiopienne est moins chère que la main-d'œuvre chinoise. Il y a véritablement des millions d'emplois qui sont en train de quitter la Chine. Le textile, par exemple, n'est plus rentable aujourd'hui en Chine et qui vont vers le Vietnam, vers le Bangladesh, mais aussi vers l'Afrique. Et en Afrique, une des destinations phares, c'est l'Éthiopie, d'où le besoin d'infrastructures, aussi bien de chemin de fer que de ports. Djibouti est au cœur de ce dispositif. Djibouti, où la Chine a installé sa première base militaire en dehors du territoire chinois. Donc tout ça, ce sont des choses intéressantes. Mais la notion de soft power fascine les Chinois depuis que Joseph Nye a écrit ses livres. Donc cet universitaire américain qui a développé cette idée qu'on pouvait avoir de l'influence de façon soft, donc sans employer ni l'armée ni le gros bâton, mais au contraire comme l'ont fait les Américains pendant 30 ans, par Hollywood, par un modèle culturel, par une image attractive. La Chine essaye depuis longtemps de rentrer dans ce cercle vertueux. Elle a beaucoup de mal. Elle y arrive aujourd'hui par ce modèle un peu hybride. Et en particulier, on voit bien en Afrique aujourd'hui, par exemple, la prolifération des instituts Confucius, qui sont les équivalents de nos alliances françaises, donc des centres de langue, qui ouvrent à travers toute l'Afrique, qui attirent énormément de gens. Alors, on peut dire c'est parce qu'ils pensent qu'il y a des opportunités économiques derrière et que les entreprises chinoises ont besoin de main-d'œuvre pouvant parler mandarin. Mais je pense que ça va un peu plus loin. C'est qu'il y a effectivement, après la désillusion et le désenchantement vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, et encore plus vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il y a eu la période Obama, Barack Obama avec sa connexion kenyane, etc. Les Africains ont pensé qu'Obama serait un ami de l'Afrique. Ils ont été très déçus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup même s'il a été sympathique vis-à-vis de l'Afrique, il n'y a pas eu de changement de paradigme. Et la Chine, tout d'un coup, leur offre
pas forcément une alternative, mais en tout cas un choix supplémentaire. Et ça, il faut pas le sous-estimer. Dans des pays, mais j'étais en Afrique du Sud en février, j'étais étonné par la popularité de la Chine. Peut-être parce que l'Afrique du Sud est un pays plus puissant qui n'est pas aussi dépendant de la Chine. Il y a le souvenir quand même de la lutte anti-apartheid, de l'appui chinois, contrairement aux puissances occidentales. Oui, mais l'ANC était alliée à l'Union soviétique, n'était pas alliée à la Chine. C'était le PAC, le rival de l'ANC, qui était pro-chinois, comme l'avait été le Mugabe au Zimbabwe, parce que quand même les mouvements de libération d'Afrique australe ont eu ce clivage sino-soviétique. Il y a ceux qui étaient avec avec Moscou, ceux qui étaient avec Pékin. Donc il y a pas eu de tropisme chinois à cette époque. Et aujourd'hui, il y a cette attractivité chinoise qui nous étonne, nous, parce que on voit aussi les mauvais côtés sur les droits de l'homme, etc. Et qui passe au second plan par rapport à l'image que projette la Chine, qui est en gros ce que l'Afrique voudrait être demain, c'est-à-dire surmonter son écueil de rester au pouvoir et se développer économiquement. Exactement. Alors parmi les grands défis auxquels la Chine est confrontée, il y a le problème de l'environnement. La Chine était très longtemps hostile à toute limitation en y voyant un complot contre son développement économique. Et maintenant, il y a un tournant, la Chine devient verte, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez que ce tournant est sincère, irréversible? Est-ce que c'est un mouvement de fond? Est-ce que la Chine va prendre la tête un peu de la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, c'est une affaire extrêmement intéressante parce que voilà un sujet sur lequel on peut dire que c'est l'opinion publique qui a pesé sur les décisions du Parti communiste chinois. Et c'est suffisamment rare pour être noté. On a un parti qui est dans la verticalité absolue et qui sait ce qui est bien pour le peuple. Et là, on a un sujet sur lequel il y a eu une véritable révolte citoyenne facilitée et permise par le développement d'Internet, puisque c'est quand même comme ça que ça s'est fait. Et le cauchemar environnemental dans lequel ont été plongés pendant plusieurs années, ça commence à s'améliorer, des villes comme Pékin ou Shanghai, a provoqué une véritable révolte. Au début, c'était les Américains. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que l'ambassade américaine à Pékin avait installé un capteur qui faisait le calcul du taux de particules fines dans l'air. Qui sont sur toutes les applications et téléphones chinois. Qui était au début uniquement sur le compte Twitter de l'ambassade américaine. Et puis, petit à petit, il y a des activistes environnementaux chinois qui ont commencé à se doter de ces capteurs qui sont très simples, etc. Et ont commencé à les diffuser, à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez, avec la météo, le taux de particules, etc. Mais les Chinois, au passage, ont réalisé à quel point ils vivaient dans un cauchemar, parce que les taux de particules, c'est à peu près 10 fois le seuil de dangerosité de l'OMS. Donc, et il y a eu un épisode extraordinaire, parce que très aussi de la manière dont Internet a changé cette société. Il y a une journaliste de la télévision chinoise, donc journaliste totalement officielle, qui a eu un enfant qui avait un problème de santé, et elle s'est énormément intéressée à ça. Elle a réalisé que c'était la conséquence de la pollution, et elle a fait un documentaire qu'elle a produit elle-même, qu'elle a fait, et elle l'a mis en ligne sans autorisation, sans passer par des canaux, etc. Et ce documentaire a été vu 300 à 400 millions de fois. C'est-à-dire quand même à l'échelle de la Chine, c'est beaucoup. Et avant d'être retirée et d'être censurée, et elle a d'ailleurs disparu de la scène publique chinoise. Mais pendant ces 3-4 jours, elle a d'abord reçu les félicitations du ministre de l'Environnement, avant que ça soit censuré quelques jours après. Donc on a bien senti un flottement dans le pouvoir, qui s'est rendu compte que ce sujet était explosif, et que la Chine a beau être un système autoritaire, il y a une opinion publique qui peut peser, et qui a pesé sur un choix comme celui-là. Et donc on a une conversion qui s'est faite à la fois graduellement, parce que des pans entiers de l'appareil du parti ont été conquis ou acquis à la cause environnementale. Et puis à un moment, il y a eu une accélération avec un choix clair qui a été fait. Et on voit la différence entre l'attitude chinoise
à la COP de Copenhague, où la Chine a été l'un des principaux pays qui ont fait capoter cette conférence, et la conférence de Paris, où là, la Chine était au contraire un des instruments du succès de la COP 21, de la signature de l'accord de Paris, et surtout a tenu bon quand Donald Trump a dénoncé cet accord. Et donc, je ne crois pas que ça fasse de la Chine un leader, mais ça arrange la Chine à la fois pour des raisons intérieures et de positionnement international d'apparaître aujourd'hui comme un grand ami de l'environnement. Et puis, il faut pas oublier que les Chinois ont cette capacité à transformer en or tout ce qu'ils touchent, et donc à faire un modèle économique de la conversion écologique. On en parle beaucoup ici, y compris lorsque Hulot démissionne, etc. Eux le font, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui leaders des panneaux solaires, leaders de l'éolien, ils consacrent un argent fou, mais tout ça, c'est fait de manière extrêmement pragmatique. Au début des années 2000, moi j'avais été sidéré, quand j'étais correspondant, de découvrir que Greenpeace avait un bureau à Pékin. Et ça peut sembler surprenant. Greenpeace, c'est les coups d'éclat, c'est les occupations de centrales nucléaires, c'est le Rainbow Warrior, voilà. Ça correspond pas tout à fait au type de beauté qu'accepte la Chine. Et j'avais été les voir et ils m'avaient expliqué qu'ils avaient fait un choix politique avec la Chine qui était de miser sur l'évolution de la Chine. Et ils avaient notamment travaillé avec des gens de l'appareil du parti qui avaient, probablement parce qu'ils venaient de villes extrêmement polluées ou de régions industrielles où les dégâts étaient considérables, pour encourager cette conversion interne. Et notamment, ils avaient facilité les contacts, c'était quand même extraordinaire, dans les années 2000, entre le ministre de l'Environnement chinois et les ministres européens. Ils avaient fait inviter le ministre de l'Environnement chinois à une conférence des ministres européens de l'environnement, qui étaient tous des écolos, des verts, donc plutôt anti-totalitaires par rapport au système chinois, mais qui avaient compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour la planète, pour la cause environnementale, à ce que la Chine évolue. Et donc ça, c'est un sujet passionnant sur la manière dont se fait la politique en Chine. Donc pragmatisme, poids de l'opinion plus important qu'on ne le pense a priori. Merci Pierre Aski, je renvoie à la lecture de votre livre qui vient d'être publié, Géopolitique de la Chine, aux éditions Erol.